Territoire d'info, deuxième partie avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et avec TV5 Monde et l'invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Hervé Morin. Bonjour, vous êtes ancien ministre, président de Région de France et président de la région Normandie. Plus belle des régions. La plus belle des régions, la région Normandie, avec la région Nouvelle-Aquitaine aussi d'ailleurs. Oh. Vous co-interviewez ce matin. La Bretagne, c'est sympa. Alors pour vous co-interviewer, From Bretagne, Stéphane Vernet, vous Bonjour. dirigez le bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien français. Et bonjour Marcelo Westfred du Figaro, pour Public Sénat, lui qui aime le Perche, je crois. Voilà. Et Dieu sait que c'est un endroit assez magique, le Perche. Hervé Morin. Vous êtes sur le Perche normand ou sur le Perche On en parlera après si vous voulez bien. On rentre tout de suite dans l'actualité avec les municipales à Paris. Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que sortent du gouvernement 2 candidats déclarés aux municipales? Très franchement, ce ne sont pas des piliers majeurs de là, le l'action secrétaire d'État gouvernementale. chargé du C'est numérique, ce que je vous dis, c'est qui est le quand même une secrétaire d'État, filière quoi. extrêmement importante, et l'autre est porte-parole du gouvernement. Franchement, le secrétaire d'État, c'est pas ça qui bâtit l'architecture d'un gouvernement. Enfin, faut pas se raconter l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo et de loin qui est la favorite pour cette élection. Pas de très loin quand même. Aussi énormément. Il n'y a aucune réserve de voix pour l'instant sur République En Marche. Anne Hidalgo est largement en tête. République En Marche est en forte baisse. Et donc, ils ont besoin de faire campagne. Est-ce que c'est pas au moins une clarification? C'est-à-dire que le président de la République, qui veut des ministres à tremplin, dit si vous êtes prétendant à la mairie de Paris, vous sortez. Est-ce que vous saluez pas au moins la clarification? Non, mais ce que je dis, d'une part, ce ne sont pas des acteurs stratégiques majeurs dans la construction de la politique gouvernementale de tous les jours et qu'ils sortent pour aller faire campagne. Tout ça me paraît tout à fait logique et cohérent. Et je vous dis, ils en ont besoin. Je vous rappelle que République En Marche sur Paris, c'est moins 15% par rapport au sondage de l'année dernière. L'écart avec Anne Hidalgo dans le dernier sondage est de 2 à 3 points. Oui, Il n'est pas si important que ça, mais c'est une élection par arrondissement. Attendez, là, vous racontez des histoires. C'est le dernier sondage. Oui, mais la réalité à Paris, c'est qu'il y a 20 élections. Et que quand vous gagnez les arrondissements de l'Est, qui sont les plus peuplés, vous avez gagné l'élection. C'est ça la réalité. Et donc, en clair, le premier constat, c'est que Anne Hidalgo est très largement favorite, quand vous y ajoutez son potentiel de voix de second tour. Et le deuxième, qui est aussi très intéressant, c'est que la droite et le centre font un très bon score. Quand vous ajoutez les deux listes, si je puis dire, qui peuvent se revendiquer, on est quasiment à jeu égal. Et donc, on a aussi notre chance dans cette élection. Stéphane Sur le Vernet. tempo, c'était nécessaire de les faire partir maintenant, Majoubi et Griveaux. Pourquoi faire un petit paquet là, avec changer 3 ministres d'un coup? Vous ne pouvez pas attendre la fin des européennes? Écoutez, on ne peut pas changer le gouvernement tous les 2 mois ou tous les 3 mois. À partir du moment où vous aviez déjà attiré les conséquences de la candidature de Mme Loiseau aux européennes, j'aurais été président de la République, j'aurais fait la même chose. Alors, aujourd'hui, le président de la République se rend à Angers, il va rencontrer des maires, et demain, il déjeune toujours dans le cadre du grand débat avec des maires, cette fois-ci des Hauts-de-France, qu'il reçoit à l'Élysée. Vous êtes quand même beaucoup plaint du fait que le président était très loin des élus. Franchement, là, avec ce grand débat, il a recollé les morceaux. Oui, très franchement, ça nous change ce qu'on a vécu. Mais la question, elle n'est pas celle-là. C'est pas simplement d'aller voir des maires et de se faire applaudir par 300 ou 400 maires divers droites qui sont présents dans la salle. La question, c'est de reconstruire le lien entre les Français et le pouvoir. Et là, il y a un énorme travail à effectuer. Et puis, derrière cette question, qui est celle que vous évoquez, c'est comment on construit l'action publique dans le pays. Est-ce qu'enfin, on tire les conséquences de l'impuissance de l'État, des dysfonctionnements d'un système centralisé, et est-ce qu'on se met, lui qui est européen, au diapason des autres pays européens, c'est-à-dire dans un système décentralisé avec une autonomie locale importante pour faire en sorte que les politiques de proximité soient adaptées aux problématiques de proximité. Et c'est ce chemin-là qui doit être mené. On doit sortir d'un modèle dans lequel on a beaucoup décentralisé depuis 30 ans, mais où l'État a gardé la main sur un certain nombre de choses. Donc on continue à entretenir 2 administrations, l'administration d'État dans les territoires et l'administration décentralisée, là où aujourd'hui se situe l'essentiel des compétences, puisque par ailleurs, l'administration de l'État dans les territoires a été très largement vidée de sa substance
à chaque révision des politiques publiques, à chaque RGPP, etc., où l'essentiel à porter non pas sur les administrations centrales, mais sur les administrations déconcentrées de l'État. Et deuxièmement, est-ce qu'on fait en sorte qu'on se pose cette question simple, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une politique ou une compétence, appliquer le principe de subsidiarité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on doit faire monter d'un cran la politique? Est-ce qu'elle doit être exercée au niveau supérieur? C'est ça la problématique. On verra les propositions. Je prends un exemple concret. Attendez, pour vos auditeurs, prenons un exemple concret. Est-ce qu'un jour, on va faire en sorte que les régions puissent piloter la politique de l'emploi? Faire en sorte que nous puissions avoir l'autorité fonctionnelle sur Pôle emploi, pour faire en sorte que les régions qui ont la compétence économique, qui ont la compétence sur la formation des demandeurs d'emploi, puissent piloter celles et ceux qui sont au contact des demandeurs d'emploi. C'est ce que nous demandons. Pourquoi? Pour simplement rationaliser un système dans lequel il y a une multitude d'acteurs et au bout du compte, une perte d'efficacité qui est absolument considérable. Stéphane Vernet. On parle un peu des européennes. Vous êtes allié avec les Républicains pour cette élection. Est-ce que vous pensez que François-Xavier Bellamy va créer la surprise? Écoutez, François-Xavier Bellamy, d'une part, il fait appel à l'intelligence de nos compatriotes. Il n'est pas sur les mots réflexes. Moi, j'aime entendre quelqu'un que je ne connaissais pas. Hein. Je l'ai beaucoup écouté avant de décider de proposer à ma famille politique de le rejoindre. Je trouve que cette personne apporte un ton nouveau. Il fait appel à l'intelligence et à la réflexion de nos compatriotes. Il n'est pas sur des discours mécaniques comme malheureusement bien souvent on peut les entendre. Et donc j'aime son discours qui est un discours pragmatique. Il y a deux façons d'aborder l'élection européenne, si vous me permettez. Il y a celle d'Emmanuel Macron et de La République En Marche. On raconte une histoire aux Français qui n'est partagée par aucun pays européen. En clair, Emmanuel Macron a fait deux très grands discours, celui d'Athènes et celui de la Sorbonne. Si vous pouvez me trouver le début du commencement d'une inflexion européenne liée à ces deux discours, je vous offre je ne sais quoi. En clair, on est dans un schéma où Emmanuel Macron raconte une histoire aux Français qui n'est partagée par aucun pays européen. Et donc, en clair, on évoque des sujets dont on sait qu'il n'y a pas d'écho pour faire évoluer la construction européenne. Je prends et avec tout de même... mais vous ne répondez pas à ma question. Et donc, il fera combien? De l'autre côté, on a François-Xavier Bellamy qui porte une idée simple. On a besoin d'Europe, mais on a besoin d'une Europe différente. D'une Europe qui bâtit une conjugaison intelligente entre la nécessité de bâtir un ensemble européen qui pèse, mais aussi qui fait sa place aux États-nations. Non mais d'accord, mais le point de bascule, c'est-à-dire le résultat à partir duquel vous considérez qu'il aura réussi, qu'il aura fait un bon score à cette élection. Moi, je suis convaincu qu'il sera quel pourcentage plus près de 20 que de 15. Ah oui, Hervé Morin, actuellement, la vraie tête de liste, c'est qui? C'est François-Xavier Bellamy, dont vous venez de parler? Ou c'est Laurent Wauquiez, qu'on voit quand même beaucoup sur les plateaux? Oui, écoutez, pour moi, ça doit être François-Xavier Bellamy, parce que c'est lui qui sera au Parlement européen, c'est lui qui sera notre chef de file, en quelque sorte. Et derrière cette histoire des européennes et de l'alliance du centre-droit et de la droite, on a derrière ça une exigence, c'est de porter progressivement une alternative au schéma dans lequel veut nous laisser le chef de l'État, c'est-à-dire nous, Français, En Marche ou le Front National. On a un impératif, une immense responsabilité. C'est celle d'être en capacité de construire progressivement une alternative crédible pour nos compatriotes. Et le chef de file du combat de 2022, on verra bien qui c'est. De toute façon, il y aura des primaires, puisque le statut des Républicains impose les primaires. Il y a plusieurs prétendants dont on voit bien les noms. Mais moi, ce que je sais, c'est que je ne veux pas que notre pays se trouve enfermé dans un choix dans lequel on veut nous laisser, En Marche ou les extrêmes. Il doit y avoir pour nous la capacité de bâtir une proposition alternative. Et les européennes, c'est le début, c'est la première brique de cette proposition alternative. Alors le début de quoi? Parce que le fait que le centre se retrouve éparpillé façon puzzle, ça vous pose pas de problème? Écoutez, moi je suis dans un schéma qui est d'une part le schéma d'alliance dans lequel nous sommes tous au niveau local.
Je veux dire, quand l'UDI... Donc vous avez déjà les élections suivantes en tête, non, municipales. Oui, mais j'ai comme volonté de participer à la construction de cette alternative qui passe bien entendu par les municipales, puis après les départementales et les régionales. Qu'est-ce que vous dites aux autres centristes, ceux qui sont partis avec Macron, ceux qui partent tout seuls, comme l'UDI de Jean-Christophe Lagarde? Le MoDem. Moi, je constate que l'UDI dans les territoires est associé aux Républicains, même dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous dites c'est illogique. Donc il y a quand même des logiques qu'il faudrait a priori respecter. Par ailleurs, pour le MoDem, ça fait longtemps qu'ils ont déjà fait le choix. Je vous rappelle que le MoDem soutenait François Hollande il y a encore quelques temps. Donc le MoDem, pour nous, est sur un autre schéma d'alliance. On va parler du Brexit dans un instant avec Hervé Morin, président de la région, des régions de France et président de la région Normandie, qui est notre invité politique. Mais avant de parler du Brexit, on parle du 75e anniversaire du débarquement. Et vous allez faire dans ce cadre deuxième forum pour la paix. Et vous allez recevoir des prix Nobel. C'est une manière de remettre l'Europe au centre des choses aussi, au moment où elle peut être contestée sur beaucoup de choses. Hervé Morin. Nous avons lancé une espèce de Davos de la paix pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Nous estimons que nous avons, nous, régions, une légitimité pour parler de questions de stabilité et de sécurité. De développement durable, donc de paix, nous Normands. En Europe. Nous Normands, pourquoi ? Parce que notre territoire a été celui par lequel est passée la libération de l'Europe et le retour de la démocratie. Et donc on a commencé à bâtir cette histoire-là. Nous accueillons des think tanks du monde entier, nous accueillons des figures du monde politique du monde entier. Des prix Nobel, j'ai vu. Des prix Nobel aussi. Nous aurons une demi-douzaine de prix Nobel. Et pendant 2 jours, nous évoquons la construction des nouveaux moyens de bâtir la stabilité et la sécurité du monde. Nous faisons aussi de la médiation, c'est-à-dire nous participons en quelque sorte au dialogue entre des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui souvent dans l'incapacité de discuter et d'essayer de rétablir la paix. Nous essayons de réfléchir sur les indices qui sont précurseurs de conflictualité. Bref, on essaie de bâtir sur un schéma que nous avons benchmarké avec Davos, pour être honnête, qui est, lui, sur les questions économiques. Nous essayons de faire de la Normandie le lieu où le monde entier vienne parler sécurité et stabilité. Vous avez invité le président de la République ? Oui, bien sûr, j'espère qu'il sera là. Alors, puisqu'on se projette, il y a un rapport parlementaire qui va être remis aujourd'hui sur la question de la dépendance. C'est quand même une énorme question parce qu'en 2050, il y aura 5 millions de personnes qui ont plus de 85 ans. C'est quoi vos propositions, Hervé Morin? Qu'est-ce qu'on fait? On allonge, on reporte l'âge de la retraite, on allonge la durée de cotisation, on crée une journée dépendance. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a ces 2 sujets différents, la retraite et la dépendance. Mais commençons par la retraite, puisque c'est un sujet. Pour moi, l'équation, elle est... Comment on finance la dépendance, c'est ça? D'accord. Mais un mot sur les retraites, puisque c'est le débat aussi du moment. Sur les retraites, pour moi, les choses sont simples. On doit aller vers l'égalité des régimes de retraite. D'accord? Ça, c'est le premier schéma. Et le second, on doit faire en sorte que ce système soit équilibré. Et donc, pour l'équilibrer, il n'y a pas d'autre solution que d'allonger la durée de cotisation en intégrant un facteur pénibilité pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui sont sur des métiers difficiles. Mais dire aux Français qu'il y a une autre équation, elle n'existe pas, sauf si on considère que le régime des retraites participe en permanence au déficit public, puisqu'une grande partie du déficit public est liée à l'équation sur les régimes de retraite. Donc ça, c'est le premier sujet. Et il faut l'aborder comme ça. Nous sommes, en Europe, le pays où nous partons le plus tôt à la retraite. Voilà, donc il y a une équation, et il faut dire aux Français les choses telles qu'elles sont. Le déclin et l'évolution démographique est celle que nous connaissons. Sur la dépendance, c'est le sujet du jour, sur la dépendance, le gouvernement ne dit pas quelle va être sa piste, quoi. Et sur la dépendance, on doit bâtir un modèle dans lequel on assure en effet des mécanismes de solidarité. Alors après, est-ce que c'est par des jours de travail, comme ça a pu se faire à une époque? Est-ce que c'est par, en effet, des cotisations qui s'allongent dans le temps? Mais très clairement, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce système-là, pour l'instant, n'est pas financé. Or, c'est devant nous, c'est une histoire qui est devant nous dans les prochaines années, donc sur lesquelles il faut qu'on avance. Stéphane Vernet. On avait dit qu'on parlerait des conséquences du Brexit. J'imagine que vous suivez ça avec beaucoup d'attention. Oui, parce que la Normandie, la région Normandie est responsable de 3 ports
et qui sont directement connectés. Impactés. Et donc, je suis allé souvent discuter avec les responsables des ports britanniques pour essayer de bâtir un modèle qui nous évite la Alors, catastrophe. éclairez-nous, parce que hier, à la Chambre des communes, il y avait 8 options sur la table pour les parlementaires. Theresa May qui dit, si vous dites oui à un Brexit avec accord, je démissionnerai. Ils ont dit non à tout. Est-ce qu'elle va démissionner et est-ce que vous y comprenez encore quelque chose? Moi, j'ai eu l'ambassadeur de France au Royaume-Uni, mon camarade Jouillet, m'a fait rencontrer un certain nombre de grands responsables politiques britanniques. Très clairement, il n'y a aucune équation politique permettant de bâtir une solution alternative. La preuve. Bon, ça, on le sait depuis. Du coup, on fait quoi? Depuis le mois de novembre. Alors, à chaque fois, on espérait qu'il allait y avoir une espèce de magie qui allait changer les choses. On voit bien qu'il y a un moment, il faut qu'on en tire les conséquences et que ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il y a un moment, il va falloir tirer simplement les conséquences. Donc, voilà, vous, Britanniques, vous ne trouvez pas de solution alternative, on sort et puis on verra. Je pense qu'aujourd'hui, en cas de hard Brexit, on a à peu près bâti des modèles permettant d'assurer les flux et les échanges. De notre côté, mais apparemment les Britanniques ne sont pas prêts. Les Britanniques, c'est sur la gestion de leurs frontières. Les Britanniques, c'est pas compliqué. Ils n'ont pas embauché un douanier, ils n'ont pas embauché un vétérinaire. Ils n'ont rien anticipé. Et ils vous disent quelque chose de simple. On importait des produits d'Europe dans des conditions qui étaient sans contrôle il y a quelques jours. Si on sort de l'Union européenne, on continue à importer les mêmes produits, donc on ne va pas s'enquiquiner avec des douaniers et des contrôles phytosanitaires et vétérinaires. Ça, c'est dans un sens. Europe, Royaume-Uni. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Parce que très clairement, on a aujourd'hui des transitaires, des logisticiens, enfin des transporteurs britanniques qui sont incapables de rentrer dans le modèle douanier. Et donc pour nous, il y a une équation simple, c'est comment on arrive à faciliter les échanges. Je crois qu'on a chacun, sur les Hauts-de-France comme sur la Normandie, réussi à au moins être en capacité d'accueillir les flux qui, demain, arriveront sous un autre modèle. Hervé Morin, justement, rencontre de développement économique et territorial toute la journée. Hein. C'est pour ça que vous êtes aussi également à Paris, à la Maison de la Chimie, je crois. Maison de la Chimie. Vous voulez montrer l'attractivité de la Normandie. Voilà, faire que la Normandie montre ses leviers économiques. C'est ça le but de ces rencontres? Écoutez, notre région est la première région industrielle de France. Personne ne le sait, mais c'est la région dans laquelle l'emploi industriel est le plus fort de France. Je vous rappelle, nous, c'est 20% de l'emploi quand c'est moins de 12 en France. Région donc a beaucoup payé par 20 ans de désindustrialisation massive. On a créé, avec Sophie Gauguin, qui est la vice-présidente en charge de l'économie, un écosystème régional qui, je crois, est en train de démontrer sa pertinence avec toute une série d'outils nouveaux qui nous permet, depuis 2 ans, d'afficher des indicateurs économiques qui sont largement meilleurs que la moyenne nationale. C'est le seul critère qu'on peut avoir pour nous, c'est est-ce qu'on fait mieux que la moyenne nationale ou est-ce qu'on fait moins bien? Eh bien, on fait mieux. On fait mieux sur la création d'entreprises, nettement mieux. On fait mieux sur l'investissement des PME. On fait mieux sur l'exportation et on fait mieux sur la réduction des défaillances. Par exemple, on a créé un modèle qui nous a permis de sauver 430 entreprises, 11 000 emplois et aujourd'hui d'avoir la plus forte réduction de défaillances d'entreprises. Merci beaucoup Hervé Morin. Public Sénat s'intéresse comme quoi on a besoin de subsidiarité et de partenaires de décentralisation. cette opération. Merci beaucoup Hervé Morin, ancien ministre de la Défense d'ailleurs de Nicolas Sarkozy et président des présidents de région de France au fond. Merci beaucoup Marcelo Westfred. Merci beaucoup Stéphane Vernet. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite.